Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette première conférence dans le cadre de la Semaine des maladies cardio-métaboliques de l'IHU Cannes. Pour cette conférence sur l'obésité, on a donc le plaisir d'avoir comme intervenant Muriel Priam en tant que patiente experte, le professeur Judith Aron, médecin dans le service de nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ainsi que Anne-Sophie Joly, présidente du CNAO, donc du Collectif national des associations d'obèses. Je vous propose qu'on démarre donc par le témoignage de Muriel Priam, qui va nous parler de son parcours de patiente. Je démarre? Je vous en prie, Muriel. Merci. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Donc, je vais vous parler un peu de mon parcours vers une vie plus équilibrée, comme je l'ai indiqué sur ce slide. Donc, je suis Muriel Priam et patiente experte. Qui je suis? En fait, je suis beaucoup de choses et je me suis un peu amusée à mettre ce qui me caractérise, à savoir des valeurs, des qualités. Je suis aussi bien le soutien, par exemple, la collaboration, l'autonomie, la créativité, la confiance est très importante pour moi. Et je suis également quelqu'un qui aime le respect, toujours dans un processus continu, ce qui me caractérise, l'engagement également. Voilà. Ensuite, excusez-moi, hop, voilà. Quand les régimes deviennent une impasse, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis l'âge de 18 ans, l'âge auquel j'ai commencé un premier régime en me disant j'ai besoin de perdre du poids. Je ne savais absolument pas ni pourquoi ni comment, je n'avais pas besoin de perdre du poids, mais je l'ai fait. Donc j'ai commencé ce fameux cercle infernal de régime, restriction, perte de poids, donc euphorie, mais également frustration, ce qui a amené un craquage, culpabilité, reprise de poids, régime, restriction, etc., etc. J'étais dans un cercle dont je n'arrivais pas à me défaire, mais qui me convenait puisque je me disais qu'il ne s'agissait que de ne plus manger pour perdre du poids. Ce cercle infernal a eu bien entendu un impact psychologique très très important, mais je m'en suis rendu compte après, aussi bien sur l'estime de moi en me disant je n'y arrive pas, je suis nulle pour dire les termes clairement. Ça a également provoqué une très très grande fatigue mentale en me demandant pourquoi je ne sortais pas de ce cercle. Une très forte perte de motivation. Alors, j'étais entre la motivation d'un côté et la perte de motivation de l'autre. Donc, tout le temps dans une ambivalence et bien entendu dans une spirale du tout ou rien. Alors, je m'explique un petit peu. Imaginons que j'étais à j'avais 20 kilos à perdre. J'en avais perdu 18, il m'en restait 2 à perdre. J'étais obsédée par les chiffres, bien entendu. Je regardais plus les kilos à perdre que les kilos perdus. Et comme j'étais un peu dans une forme de perfectionniste, bien entendu, je lâchais tout. Ça, c'était les impacts psychologiques, très délétères. Ensuite, il y a eu aussi les impacts physiques. J'ai été appareillée très longtemps. J'avais de l'apnée du sommeil, des douleurs articulaires au niveau du genou, des genoux, des chevilles, un stress constant, intériorisé autour de la nourriture. Est-ce que je pouvais manger? Est-ce que je ne pouvais pas manger? Qu'est-ce que ça allait provoquer? Est-ce que j'allais prendre du poids? Et bien entendu, un effet yo-yo, puisque je perdais beaucoup de poids, mais j'en prenais aussi beaucoup. Donc, c'était très compliqué pour moi. Tout ça m'a amené à me poser des questions sur mon rapport à l'alimentation, mon rapport au poids, pardon. Il fallait absolument que j'arrive à prendre du recul sur mon parcours et je ne m'en sortais pas. Je crois que le summum a été en janvier, pendant le Covid, janvier 2021. Il fallait que j'accepte que seule la volonté ne suffit pas. Je pensais m'en sortir toute seule et absolument pas. Que j'arrive à explorer d'autres pistes et que j'essaie d'avoir un engagement envers moi-même et non pas forcément un engagement envers les autres. Que c'est également, ça me concernait également,
que j'arrive à me poser les bonnes questions sur ces cercles infernales de régime, restriction, perte de poids, prise de poids, douleur, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la première partie de mon témoignage. J'ai peut-être été un peu rapide, mais globalement, depuis l'âge de 18 ans, je n'ai fait que des régimes. Merci Muriel. Nous allons passer la parole donc au professeur Judith Aron, justement pour nous parler de la prise en charge de l'obésité et des différents parcours de soins. Oui, il y a l'organisation des soins, mais moi je voulais vous reparler d'obésité maladie et on va voir sur cet aspect médical des choses qu'on retrouve bien l'histoire de Muriel. Euh, En fait, je voulais revenir sur d'abord la définition de l'OMS qui définit l'obésité comme une augmentation de la masse grasse qui commence à avoir des conséquences néfastes sur la santé. En réalité, vous voyez, on a une augmentation de la masse grasse en jaune, mais aussi de la masse maigre au cours de l'obésité. Et ça, c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS depuis 1975, mais qui n'est pas actuellement reconnue en France comme une maladie, ou pas vraiment, et en tout cas qui n'obtient pas encore d'ALD. Alors, pour être plus simple, puisque ça, c'est pas une métrique, l'augmentation de la masse grasse, on a longtemps utilisé l'indice de masse corporelle, donc le poids sur la taille au carré, pour définir l'obésité au-dessus de 30 kg par mètre carré. Mais je reviendrai dessus, ça a quand même certaines limites. Néanmoins, cet IMC, il est intéressant si on veut faire de l'épidémiologie au plan international. Et ça, c'est vraiment la dernière étude qui vient d'être publiée dans le Lancet qui montre bien que dans toutes les zones du monde, l'obésité croît dans certains endroits du monde plus encore que dans d'autres. Et vous voyez que quand on regarde les projections en 2050, si on n'améliore pas la prise en charge, malheureusement, cette progression de l'obésité et du surpoids risque d'augmenter encore. Alors pourquoi l'IMC, c'est pas si bon que ça? Parce que si on sépare les gens selon leur indice de masse corporelle ici, d'un IMC dit normal jusqu'à un IMC d'obésité de grade 1, et qu'on regarde ici la quantité de masse grasse de ces personnes, on voit bien qu'il y a certes une augmentation progressive de la masse grasse en moyenne, il y a une bonne corrélation entre ces deux indices, mais vous voyez surtout qu'il y a une grande variabilité de la quantité de masse grasse entre des individus de même IMC, avec ici, vous voyez, des personnes qui seraient considérées en obésité avec un IMC au-dessus de 30 et qui pourtant ont une masse grasse relativement faible et similaire à cette personne qui a certes un IMC dit normal, mais qui a une adiposité sans doute trop forte. Et vous voyez que cet IMC, il ne va pas non plus prendre en compte le fait d'avoir une masse musculaire importante comme cet athlète par exemple, qui a certainement un IMC un peu moindre que ce patient. Mais si on regarde que l'IMC, on pourrait mal classifier par exemple cet individu. L'autre chose importante sur l'IMC qui a quelques limites, c'est que l'IMC ne prend pas du tout en compte l'endroit où se répartit le tissu adipeux, ici mis en rouge. Si l'adiposité elle est dite viscérale, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre, elle va donner justement lieu à l'apparition de maladies cardio-métaboliques, alors que si on a une obésité plutôt dite gynoïde, c'est-à-dire plutôt au niveau des cuisses et des hanches, alors le risque est plutôt sur des complications mécaniques. Et puis, je reviens à nouveau dessus, le fait d'avoir un indice de masse corporelle, en fait, ne définit pas à quel point on peut avoir une maladie. Ça, c'est des données qu'on connaissait depuis un peu longtemps, près de 10 ans. On peut avoir un IMC normal sans aucune maladie, mais on peut avoir, comme c'est sans doute le cas de cette personne ici, un IMC qui est toujours normal selon les valeurs de l'IMC, mais qui a déjà des altérations métaboliques comme un prédiabète ou un diabète, et sans doute parce qu'il a cette obésité viscérale. Et puis après, vous avez des gens qui rentrent dans l'obésité par leur indice de masse corporelle, mais qui sont encore protégés des maladies. Et puis quand on continue dans le continuum de sévérité, vous avez cette fois une personne avec un IMC en obésité et des maladies associées. Excusez-moi, j'essaie de passer ma flèche. Voilà. Et donc, il y a une commission toute récente
qui vient de définir, enfin redéfinir l'obésité, c'est la commission du Lancet, qui a inclus un certain nombre d'experts internationaux, dont 3 experts français, qui rappellent bien que quand on parle de maladie, il faut trouver une cause à l'expansion du tissu adipeux, des mécanismes, parler d'obésité, mais il faut regarder la physiopathologie, et puis ensuite, il y a plein de symptômes qui vont être associés ou non. Et il rappelle bien que la définition d'une maladie, c'est la déviation anormale de la structure ou de la fonctionnalité d'un organe qui est associée à des signes spécifiques ou des symptômes ou une limitation dans les activités du quotidien. Et vous verrez que les recos de la Haute Autorité de Santé récente reprennent bien finalement ces choses-là. Et donc, cette nouvelle commission propose de, certes, dépister les personnes sur leur IMC, mais en fait, une fois qu'on a l'IMC, il faut absolument caractériser l'augmentation finalement de l'adiposité. Et pour ça, on peut le faire de plusieurs manières. Soit on mesure le tour de taille, soit le tour de taille sur le tour de hanche, soit le tour de taille sur la taille. Ou alors, dans certains centres, on peut avoir accès à la composition corporelle en impédance-métrie, par exemple. Alors évidemment, on parle d'obésité quoi qu'il arrive si l'IMC est supérieur à 40, parce que là, on est à peu près certain que l'adiposité devient pathologique pour la santé. Et vous voyez que quand on fait ça, on peut en fait ne pas trouver d'obésité, en particulier si on a un athlète ici. Il aura certes un poids élevé, mais il n'y aura pas d'adiposité. Et puis à l'inverse, si on a bien ces marqueurs d'adiposité pathologique, alors ce que nous propose cette commission du Lancet, c'est de rechercher s'il y a des symptômes ou des limitations dans les activités du quotidien. Si ce n'est pas le cas, on appelle ça une obésité préclinique, donc pas encore maladie. Et puis à l'inverse, s'il y a des symptômes, et en fait les symptômes, et je pense que Anne-Sophie y reviendra largement, c'est les 18-19 pathologies fréquemment associées à l'obésité, ainsi que l'altération de la qualité de vie. Alors là, on parle d'obésité clinique. Et en fait, c'est quoi l'obésité? Je vous ai dit que c'était l'anomalie de structure d'un organe. C'est vraiment le cas. Quand on reprend l'histoire pondérale des personnes qu'on suit dans les services, le tissu adipeux, il est présent chez tout le monde, on en a besoin, mais quand il n'y a pas de problème de poids, il n'y a pas d'altération de ce tissu. Mais au fur et à mesure de la prise de poids, le tissu commence à s'altérer. Et puis souvent, les personnes entament une restriction énergétique. On a bien entendu Muriel Priam tout à l'heure nous expliquer le nombre de régimes et de yo-yo qu'elle a pu faire. Et nous, on voit en général les patients ici, ils ont certes un poids stable, mais en obésité sévère. Et là, si on regarde leur tissu adipeux, en fait, il est devenu franchement pathologique avec de l'inflammation, à la fois par la production de molécules inflammatoires, mais aussi de cellules qui infiltrent le tissu, de fibrose dans ce tissu adipeux. Et tous ces éléments, malheureusement, on sait par des études qui ont été faites au laboratoire que s'il y a beaucoup de fibrose dans le tissu adipeux, ça va être associé à des mécanismes de résistance à la perte de poids. Donc il ne s'agit pas d'un problème de motivation, mais vraiment d'une maladie du tissu adipeux qui engendre des résistances au succès pondéral parfois. Et puis, tout récemment, en fin d'année dernière, on a eu cette publication qui nous montre que même après des pertes de poids très conséquentes, après chirurgie bariatrique par exemple, eh bien l'adipocyte, malheureusement, il conserve une mémoire de cette adiposité ancienne et que cette mémoire, à la fois génétique, épigénétique et même cellulaire, elle va participer de ces effets yo-yo pondéraux qu'on avait observés dans le passé. Alors, je vais passer celle-ci et je veux revenir sur le fait que la Haute Autorité de Santé a donc publié des recommandations sur la prise en charge médicale de l'obésité en 2022 et rappelle que toutes les obésités ne sont pas identiques. Un peu comme dans cette commission du Lancet, il y a 3 stades de sévérité et en fait, il va falloir classifier cette sévérité selon soit l'indice de masse corporelle, soit le retentissement médical, soit le retentissement sur la qualité de vie, soit l'existence de troubles psychopathologiques qui peuvent être soit la conséquence de cette obésité, soit la cause de l'obésité. On va aussi regarder les étiologies. Les étiologies, ça veut dire les causes. Alors, elles sont dans la grande majorité des cas
communes, comme on appelle ça, mais elles peuvent aussi être secondaires, soit des maladies, soit une anomalie génétique, c'est beaucoup plus rare, et ça va complexifier éventuellement la prise en charge. Et puis un élément très important, il faut évaluer s'il y a une existence de troubles du comportement alimentaire, en particulier l'hyperphagie-boulimie. Et puis le dernier élément, c'est aussi la trajectoire. Si je reviens rapidement sur ceci, ça veut dire à quel moment on en est de cette trajectoire d'histoire pondérale. Est-ce qu'on est au troisième échec ou est-ce que c'est la première prise en charge? Les résultats ne seront pas similaires ensuite. Et voyez que grâce à cette classification, alors certes un peu complexe, hein, il y a un tableau assez long, mais il suffit en fait de cocher une case pour être dans le niveau de sévérité correspondant. On a finalement trois grandes situations. La situation non complexe, où le stade 1A correspond à cette obésité préclinique du Lancet, et puis tous les autres stades qui sont une obésité clinique. Alors il y a la situation non complexe, complexe, ou très complexe qui est pris en charge dans les centres spécialisés obésité. Et puis, selon la sévérité de l'obésité, les objectifs de prise en charge ne seront pas tout à fait similaires. Donc, quand on a une obésité non complexe, on est pris en charge par son médecin généraliste qui peut faire appel à tout un tas de professionnels paramédicaux pour aider à la prise en charge. Et les objectifs, ce ne sera pas forcément la perte de poids, mais à minima la stabilisation pondérale et le maintien du poids de forme dans une bonne condition physique. Pour les personnes qui ont une situation complexe, cette fois, c'est le médecin spécialiste de l'obésité qui peut prendre en charge le patient en ville ou dans des hôpitaux généraux, qui peut aussi parfois faire appel à des SSR de courte durée, c'est-à-dire des centres de soins de suite et de réadaptation. Et là, l'objectif, vous voyez, il va être personnalisé selon le retentissement de la maladie, les capacités, l'âge du patient. Et on va évidemment traiter et les symptômes de l'obésité, mais aussi les maladies associées à l'obésité. Et puis dans les cas les plus complexes, c'est cette fois le médecin spécialiste dans les centres spécialisés obésité, il en existe 37 en France, et cette fois on peut faire appel, alors évidemment toujours à ces professionnels paramédicaux, mais aussi à des séjours dans des soins médicaux de réadaptation pour des séjours plus prolongés. Et là les objectifs, vous voyez, ça va être de rompre le cercle vicieux d'aggravation du poids, traiter les comorbidités, toujours hiérarchiser les objectifs selon les priorités des patients, et toujours évidemment personnaliser les objectifs de poids. Donc quoi qu'il arrive, la prise en charge de l'obésité, elle va prendre en compte l'alimentation, le travail sur les signaux du comportement alimentaire, retrouver la sensation de faim, retrouver la sensation de rassasiement qui entraîne l'arrêt de la prise alimentaire, l'équilibre alimentaire, le rythme, reproposer une activité physique qui sera adaptée aux capacités des personnes. Et les objectifs d'activité physique sont les mêmes comme population générale, mais à atteindre de manière progressive. Donc ça concerne tous les niveaux de sévérité. De la même façon, on va rechercher les complications médicales, les traiter, puis éventuellement rechercher s'il y a la nécessité d'avoir un suivi psychologique, soit par des problèmes d'estime de soi, comme Madame Priam en a parlé, soit parce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire qu'il faudra traiter. Et puis la grande nouveauté de ces dernières années, c'est qu'on a maintenant accès à la capacité de prescrire des médicaments de l'obésité qui arrivent toujours en deuxième intention après avoir fait l'ensemble du reste et qui doit toujours être initié par un spécialiste. Et ça va concerner les obésités complexes ou très complexes. Et puis en dernier recours, et là pour des personnes qui ont soit un IMC supérieur à 40, soit supérieur à 35, mais avec des maladies associées bien spécifiques, alors on peut leur proposer la chirurgie bariatrique ou alors le médicament en alternative selon le choix du patient. Et vous voyez que le guide du parcours de soins a été bien identifié dans le guide parcours de soins de la Haute Autorité de Santé. L'idée, c'est vraiment un suivi sur le long terme avec une réévaluation régulière, soit par l'infirmière de pratique avancée, soit par le médecin traitant ou le médecin spécialiste, avec la possibilité à chaque fois d'avoir recours à l'éducation thérapeutique, diététique, activité physique, mais aussi peut-être psychologique. Et si besoin, des séjours
ambulatoires ou prolongés dans des SMR. Et à chaque fois, il faut réévaluer les objectifs pour voir s'ils ont été atteints. Et dans ces cas-là, on continue le suivi à vie. Alors, le suivi est proposé comme mensuel pour la Haute Autorité de Santé. Il est bien évident que c'est en alternance entre le spécialiste et le médecin généraliste. Et si au contraire, les objectifs ne sont pas atteints, alors il conviendra au médecin spécialiste de planifier un nouveau parcours de soins personnalisé avec des priorités de soins, prenant en compte les obstacles qui ont fait que les premiers objectifs n'avaient pas pu être atteints. Et donc, en conclusion, dès que le médecin voit une personne en obésité, il s'agit de classifier la sévérité de son obésité, comme on en a discuté largement, et puis ensuite faire le bilan du retentissement de cette obésité à la recherche des complications fréquemment associées, et de s'entourer d'un certain nombre de paramédicaux qui vont être nécessaires pour la prise en charge de l'obésité de manière holistique et globale. Et puis, dans certains cas, on peut faire appel au chirurgien bariatrique si la personne est demandeuse et remplit les conditions de la chirurgie bariatrique. Les médicaments ont maintenant une place, et puis comme je l'ai dit, la chirurgie est elle-même aussi possible. Je vous remercie de votre attention, puis je remercie surtout toutes les équipes avec lesquelles je travaille, celles du service de nutrition à la Pitié-Salpêtrière, celle du CSO que je coordonne en Île-de-France Centre, et puis tous les membres du CA, du groupement de coordination des CSO au plan national qui harmonise les soins auprès des CSO. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Aron. Muriel, vous souhaitiez réintervenir justement par rapport à cette présentation pour expliquer, Oui. vous, comment, en fait, en tant que patiente, vous avez mis en place, en effet, des éléments dans votre parcours par rapport à votre première intervention. Tout à fait. Donc, je poursuis. Je vais de nouveau, repartager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, comme je vous le disais précédemment, j'ai longtemps cherché une solution toute seule que je n'ai pas trouvée, bien entendu. Et je me suis dit qu'il était temps de passer de la résignation à l'action. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà. Je ne sais pas si je suis, excusez-moi, petit problème pour... Voilà. Donc, en fait, il y a eu un tournant décisif. C'est pour ça que j'ai mis les 3 petits pictos à gauche, une date, un poids et un mur en face de moi. Le mur, j'étais vraiment près du mur. En 2021, je me suis vraiment posé la question de savoir comment sortir de cette situation. La seule solution que j'ai trouvée et qui est une solution qui me convient, je parle vraiment de mon expérience, ça a été de trouver une solution pour avoir un suivi médical poussé, un suivi psychologique très important pour moi, parce que bien entendu, je me suis rendu compte que, pour parler un peu familièrement, je mangeais mes émotions, j'avais une relation émotionnelle à l'alimentation, et je voulais aussi gagner en autonomie et ne plus être dépendante et des médecins et des régimes, être toujours dans une recherche de solutions à l'extérieur. Alors, hop. Donc, comme le disait le professeur Aron, excusez-moi, ça m'a un peu vite, j'ai trouvé une solution non plus uniquement médicale pure et dure, mais une prise en charge pluridisciplinaire, comme je vous le disais, une psychologue, psychomotricité qui m'a permis de reconnecter mon corps et mon esprit, un suivi diététique qui n'était plus donc dans la restriction cognitive et non plus la restriction alimentaire, médecin nutritionniste, un éducateur en activité physique adaptée avec la notion de plaisir. Et en ce qui me concerne, je me suis tournée vers la chirurgie bariatrique. Quand j'ai fait le bilan de ça, explorer autrement ma santé, je me suis rendu compte que j'étais passée d'une solution de contrôle à l'équilibre, que j'avais gagné en qualité de vie, que maintenant, accompagnée d'une psychologue, je gère mieux mes émotions, que la relation à l'alimentation est devenue plus apaisée et que je ne cherche plus à perdre du poids de façon anarchique, mais vraiment avoir une perte de poids saine et durable. Voilà. Et laisser de côté également l'obsession de la balance et du poids.
parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas qu'un poids, une taille, un IMC, j'étais bien d'autres choses. Pour que le changement soit durable en ce qui me concerne, je travaille pour ancrer mes habitudes, donc des habitudes accompagnées de professionnels de santé. J'ai essayé également de me traiter avec bienveillance et respect et non plus avec beaucoup moins de dureté. Intégrer une activité physique, comme je vous le disais, avoir un suivi médical régulier qui m'aide beaucoup et me libérer des injonctions internalisées ou que la société m'envoie, des signaux que je m'envoie. Je me suis également appuyée sur les associations de patients, les personnes qui rencontraient les mêmes difficultés que moi et les professionnels de santé. Donc, le soutien était aussi de la part de ces personnes. Et une phrase qui me suit maintenant et que j'ai écrite comme ça, c'était avant, je prenais de la place. Maintenant, je prends ma place avec beaucoup de plaisir. Voilà, merci. J'aime beaucoup ce mot, Muriel. Bravo. Merci. Merci. C'est vrai, je prenais de la place et maintenant, je prends ma place. Et ça a changé mon regard sur moi et sur ma pathologie. C'est vrai que c'est une très belle phrase. Merci beaucoup. Merci, Muriel. Donc maintenant, on va passer la parole donc, à Madame Anne-Sophie Joly, donc, présidente du CNAO, pour nous présenter les différentes actions que vous menez justement dans le cadre de la reconnaissance de l'obésité. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais laisser passer à la slide suivante. Voilà. Alors, le collectif national des associations d'obèses, donc dit CNAO, a été créé en mars 2003, et nous sommes la seule association nationale agréée par le ministère de la Santé. Je suis une patiente expert depuis plus de 25 ans. Nous regroupons des associations en France métropolitaine et en fait, on a 2 axes de travail, donc auprès des associations de patients qui sont adhérentes au collectif et auprès du grand public sur la diffusion et l'information de la pathologie. Et vous verrez que la pathologie au sens large du terme, c'est-à-dire que à la fois les personnes qui sont touchées par la problématique de poids, mais aussi sur l'axe de la prévention, pour faire en sorte qu'effectivement, éviter ou en tout cas essayer d'acculturer le plus possible les personnes sur les problématiques de poids et les dangers qui sont vus ou qui ne sont pas perçus. Et travailler auprès des instances nationales, européennes et privées pour faire avancer effectivement les problématiques sur les 18 pathologies associées, comme le disait Judith Aron tout à l'heure. Et le Covid a été malheureusement notre 10e pathologie associée. Merci beaucoup. Donc, le travail que l'on fait depuis des années, c'est d'obtenir la reconnaissance de l'obésité comme étant une pathologie chronique. Judith l'a effectivement très bien dit. Il y a plein de choses qui sont faites en France et pour autant, on n'a toujours pas appelé un chat et l'obésité n'est toujours pas reconnue par les autorités, les instances au plus haut niveau. Et ça, c'est une nécessité absolue, déjà pour avoir la perception de ce que la population peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent encore que c'est un manque de volonté ou que c'est un choix. Que d'avoir des problèmes de poids, alors que tout le monde cherche à perdre du poids, ce qui est assez paradoxal. Et puis que cela nous ouvrirait aussi, je pense, la possibilité d'une formation au cursus initiaux sur tous les professionnels de santé, mais également sur la transformation alimentaire et pouvoir avoir un cadrage sur l'ultra-transformation alimentaire qui est aussi colossal. Lutter contre la grossophobie, je vais y revenir un peu sur les slides suivantes, et puis défendre l'intérêt des personnes vivant en surpoids et en obésité, à commencer par l'égalité aux soins et à l'accès aux soins. Car on est aussi confronté à du matériel qui n'est pas adapté pour les personnes en situation d'obésité. Donc, ce qui est quand même dramatique parce que là, on n'a pas d'égalité aux soins, pour être très, très clair. Donc, porter au niveau étatique les revendications. Donc, vous verrez dans la slide suivante avec
avec les gens avec qui on travaille et contribuer aussi à optimiser la prévention de l'obésité et l'excellence dans les parcours de soins pour lutter contre la progression de cette pathologie. Merci beaucoup. Donc là, vous avez, on vous a mis les logos parce que je pense que tout le monde les connaît plus ou moins. Les gens avec qui on collabore, et il n'y a pas tout le monde, hein, mais effectivement, c'est ce que vous pouvez connaître le plus. Donc France Asso Santé qui regroupe toutes les associations qui sont agréées par le ministère de la Santé sur plusieurs pathologies, la Direction générale de la Santé, la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS. Vous avez effectivement Santé publique France, donc l'IHU ICANN avec qui nous sommes aujourd'hui, l'Académie de médecine. Vous avez l'ARCOM qui est anciennement le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est un peu le gendarme de ce qui est passé sur les différents médias. Et j'en parlerai tout à l'heure sur un focus. Et vous avez également le CNA, qui est un Conseil national de l'alimentation, qui est une instance interministérielle qui travaille sur les questions de production alimentaire et de transformation alimentaire, qui est sous l'égide de 4 ministères. Ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, Alimentation, Écologie et ministère des Finances. Dans les priorités du collectif, on a la reconnaissance, donc, ce que je disais tout à l'heure, de l'obésité comme étant une pathologie reconnue en France, mais qui n'est pas reconnue en France, pardon, mais qui était reconnue par l'OMS. Alors, Judy disait tout à l'heure 1975, voilà, ou 97, je ne sais pas lequel des deux, mais enfin, en tout cas, on ne l'a pas en France. La mise en place d'un plan interministériel sur 10 ans, tel le plan cancer renouvelable, et interministériel, parce que si on veut être efficace, il faut aussi bien travailler avec le ministère de l'Agriculture qu'avec le ministère des DOM-TOM, qu'avec l'Éducation nationale, que le ministère des Sports, que l'urbanisme, les transports, etc., la recherche fondamentale. Donc, si on veut être efficace à nos yeux, il faut ouvrir le champ et être le plus large possible. Et effectivement, faire de l'obésité une grande cause 2026. Et on croise les doigts sur ce sujet-là, qui pourrait nous ouvrir et en tout cas être un tremplin à la suite de bien d'autres projets. Alors, on parlait tout à l'heure de la discrimination. Donc, nous a été confiée une lettre de cadrage le 6 juillet 2022 par la DGS pour la mise en place d'un GT sur la promotion de la variété des images corporelles. Donc, l'idée, si je fais un peu une synthèse, le professeur Martine Laville a rédigé un rapport sur la continuité de la feuille de route obésité sur la partie soins. Là, c'était un petit peu le pendant sociétal finalement des choses qu'il fallait mettre en place. Donc, ça nous a été aussi commandé par le PNNS 4, donc le Plan National Nutrition Santé, avec effectivement le fait de rendre un environnement plus favorable à la santé et de faciliter l'obtention de comportements favorables à la santé et de lutter contre tout ce qui était grossophobie et stigmatisation. Et on s'est rendu compte qu'après 2 ans et demi de travail, de je ne sais plus combien d'auditions par dizaines, et de beaucoup de travail de recherche biblio, que finalement, la stigmatisation était l'une des stigmas les plus ancrés dans le monde et des plus tolérés dans le monde. Et ça, effectivement, il faut qu'on le change parce que c'est un cercle qui est tout sauf vertueux et qui permet effectivement d'intérioriser les problématiques de regard, d'estime de soi. Donc, on a des leviers d'action pour agir dans des sphères médiatiques, aussi sanitaires, sur les préjugés, sur la discrimination et la stigmatisation des personnes en situation d'obésité, pouvant améliorer effectivement également la prise en charge de la pathologie, mais aussi faire en sorte d'avoir des informations en termes de prévention. Je vais vous prendre, voilà. Donc, je vais les passer très rapidement. On a fait une dizaine de grandes familles. Donc, la grande cause 2026, on en a parlé. Sensibiliser de manière récurrente, informer la population et la prévention à tous les âges.
mais je vous dirais même 3 mois avant gestation d'un bébé, parce qu'effectivement, il y a déjà des actions qui peuvent être faites de la part des parents. Inclure la grossophobie dans des critères de discrimination, informer, protéger et encourager les défenses en termes de droits, parce que sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, il y a beaucoup de harcèlement et on a des jeunes qui font des tentatives de suicide ou qui portent carrément sur des suicides tout court. Donc ça, c'est intolérable et ça fait partie des projets que vous verrez dans les slides suivantes sur la charte alimentaire à l'ARCOM. Renforcer les engagements sur la diversité corporelle et l'éducation aux médias, c'est-à-dire que ben voilà, on peut avoir une problématique de poids et pour autant être un présentateur ou une présentatrice ou un chroniqueur à la télévision. C'est-à-dire ça aussi, c'est la diversité, ainsi que dans les publicités. Ça peut paraître bête, mais effectivement, il faut qu'il y ait de la diversité à tous les niveaux, et ça passe aussi par ça. Étudier les impacts de la stigmatisation de l'obésité sur sensibiliser, éduquer les harcèlements et la maltraitance dans les milieux éducatifs, mais j'ai aussi envie de vous dire intérioriser au sein des familles, parce que parfois c'est la première stigmatisation qu'on va avoir, c'est celle qui est intrafamiliale. Je vais vous demander. Merci beaucoup. Intégrer les pratiques inclusives dans l'accompagnement sportif des élèves qui sont en problématique de poids, ben, ça serait bien que les jeunes qui veulent faire du sport ben, puissent en faire qu'importe leur problématique de poids et adapter à du sport adapté. Ça commence par ça. Ça commence par l'inclusion, par se dire, bon, bah voilà, au lieu de mettre un t-shirt, on met un brassard ou on met un dossard. Et puis que, eh ben, moi, je me souviens à l'époque, on me disait, bon, alors on va faire 3 tours de stade. Et puis, ben, en fait, Anne-Sophie, vu que tu as du poids, ben, en fait, toi, t'en feras 4, ça va pas te faire de mal. Ça, c'est totalement discriminant et décourageant. Et il faut aller dans l'autre sens. Et vous courez ce que vous pouvez. Et si vous pouvez courir ou sinon vous marchez, mais le but est de participer, de former obligatoirement les professionnels de santé à la lutte contre la grossophobie, donc comprendre que l'obésité et ses comorbidités sont effectivement un problème de santé et aussi faire en sorte que on puisse avoir une bonne approche dans les relations humaines, ça aussi, c'est et avoir une égalité aux soins. Présenter la diversité corporelle dans les médias audiovisuels, ça on l'a mis avec un baromètre de diversité. Adapter les infrastructures médicales et du matériel, j'en ai parlé tout à l'heure, à commencer par les tensiomètres, le truc un peu bizarre, mais c'est que lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, ben, en fait, on se rend compte que la plupart du temps, le tensiomètre n'est pas adapté, alors qu'effectivement, nos risques de problèmes de tension ou cardio-métabolique peuvent être assez poussés. Donc voilà, ça commence par là. Et puis aussi des... Ah, j'ai perdu le partage d'écran. Et aussi avoir du matériel adapté, à commencer par les chaises, pour pouvoir effectivement avoir les gens qui puissent s'asseoir. Et puis étudier l'impact de la stigmatisation et de l'obésité sur sensibiliser et éduquer au harcèlement et à la maltraitance dans les milieux éducatifs. Alors je ne sais pas si vous pouvez remettre... Ouais, super. Du coup, j'en étais les infrastructures médicales et créer un guide effectivement de la diversité et de la lutte contre la discrimination sur l'obésité pour des engagements à l'école au travers de la communication beaucoup plus juste. Je vais vous demander la slide suivante. Ah, j'ai perdu. Oui, je vais repartager. Alors, ce que vous verrez dans la... Je fais du teasing. Vous verrez dans la slide suivante 2 campagnes de publicité que nous avons fait lors des journées mondiales. Alors, oui, c'est là. Voilà, super, merci. Donc ça, c'était lors de la campagne des Journées mondiales de l'obésité en 2024. Donc, sur ce qui me pèse le plus, c'est le poids de vos mots. Donc, vous avez un texte, alors là, qu'effectivement, vous ne pourrez pas lire, hein, mais on rentre un peu plus dans les détails. Donc, vous avez un jeune à gauche avec un t-shirt rose qui est un adolescent.
Au milieu, vous avez une femme et à droite, vous avez un homme. Et effectivement, ben, c'est à la fois dans les transports en commun, c'est ce qui peut être vu et fait ben, à l'école, sur le lieu de travail, quand vous cherchez un emploi aussi, où vous pouvez être bah, maltraité dans le sens, alors je fais pas mon caniméro du mardi midi, mais effectivement, on ne se rend pas compte de la façon dont c'est insidieusement inscrit dans tout un tas de réflexes qui parfois, en fait, veulent pas être méchants, mais peuvent être vite blessants, en fait. Et en fait, là, on rentre dans une spirale qui est pas très bonne. Nous, on veut sortir de cette spirale. Slide suivante. Dans la slide suivante, vous avez donc la campagne des JMO 2025. Ça devrait arriver, hein, voilà. Super. Il y a un petit temps de latence. Merci. Pareil, on est dans le teasing. Donc là, c'était la campagne. Alors bon, vous voyez pas, mais effectivement, donc ça, c'était sur des affiches qui étaient dans le métro, le RER, dans les grandes gares parisiennes et les grandes gares de province. À Saint-Lazare, il y en avait au-dessus des quais. Et en fait, vous avez un petit texte qui est écrit dans le nombril. Et alors, c'était comme des mini-films, en fait, si vous voulez, de 10 secondes, sur lequel ben, vous voyez au fur et à mesure le nombril avec ce qui était marqué dessus, pour se rendre compte qu'effectivement, l'obésité, ben voilà, ça vous tue à petit feu à plein de niveaux et que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte, les impacts peuvent être dramatiques et la nécessité d'essayer de rentrer à la fois dans un système de soins ou en tout cas de se protéger et de redevenir sa priorité, ce qui se fait de façon très difficile lorsque vous vivez une obésité depuis des années, voire des dizaines d'années. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, dans les travaux que l'on a menés ou que l'on mène toujours, donc on a réalisé, ça a été les 6 derniers mois 2024, la charte alimentaire de l'ARCOM, donc l'audiovisuel hein, sur lequel on a travaillé ardemment et sur lequel on a des nouveaux signataires. On a le syndicat de la restauration rapide. Alors, vous, je pense que dans vos pensées, vous voyez bien, c'est à la fois McDo, Burger King, KFC, les sushis, enfin voilà. Ils ont signé la charte d'obligation. Et également, j'ai envie de dire, enfin, tout est relevé. Enfin, enfin, on regarde ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, pour pouvoir après en tenir compte et puis le redonner aux autres ministères de tutelle. Et pas que, parce que c'est ce genre d'information qui va à la fois au ministère de la Santé, mais également à l'Élysée et à Matignon. Nous avons aussi les réseaux sociaux qui ont été pour la première fois signataires de la charte. Et ça, je peux vous assurer qu'on est assez fiers de nous parce que là, on veut qu'effectivement les choses changent et dans le bon sens. On a la signature du ministère de la Santé et du ministère de la Culture et donc a été nommé président de la groupe de travail de la charte alimentaire le professeur Daniel Nizri, qui est le président du PNNS4, et moi j'ai été nommée vice-présidente du groupe de travail. Et il y a eu une réunion qui a été faite hier, et donc maintenant on est en réunion permanente, chose qui n'était pas fait avant. C'est-à-dire que maintenant on se parle tout le temps pour pouvoir avancer et évoluer ensemble. Il y a une mise en place donc du comité de suivi, ce qui était marqué, et puis nous avons fait pour la première fois, ça n'avait jamais été fait avant, les premiers états généraux de l'obésité le 3 mars dernier, au sein du ministère de la Santé, avec le soutien du ministère de la Santé et sous le haut patronage du président de la République, à la salle Larocque. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour cette présentation. Peut-être, enfin, je ne sais pas si Muriel, Judith, vous souhaitez ajouter un mot avant peut-être qu'on passe aux questions. Peut-être
Juste sur un des points que Anne-Sophie Joly a mentionné, il y a en effet des problématiques d'équipement un peu partout et en particulier peut-être chez les médecins généralistes. Pour ce qui est de la prise de tension, quand on a écrit les recommandations de la Haute Autorité de Santé, je pense qu'il faut quand même être informé, peut-être que les médecins généralistes ne le sont pas suffisamment, que s'il n'y a pas de brassard adapté qu'on met habituellement sur le bras, en fait, on peut utiliser un brassard non adapté à l'avant-bras et la mesure ne sera pas surévaluée. Donc, ça peut peut-être être une autre manière d'avoir quand même les chiffres tensionnels, y compris pour des personnes qui ne seraient pas équipées comme il le faut. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai une question qui est arrivée, je pense qui concerne Anne-Sophie Joly. C'est pour savoir les réseaux sociaux qui ont signé la charte de l'ARCOM. Lesquels ont signé? Meta, Google, X, tous, hein. Et ils ont D'accord. tous signé. Maintenant, effectivement, le travail il va se faire dans le temps pour pouvoir effectivement évaluer leur force de cadrage, j'ai envie de dire, et lutter contre le harcèlement et tout ce qui va avec. Donc voilà, mais ils ont signé, ils ont tous signé, hein. Ok, merci pour votre réponse. Et j'ai une seconde question qui, je pense, peut concerner les trois intervenants, donc je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. C'est la prévention actuelle en France sur l'obésité, est-elle suffisante et bien ciblée? Qui veut commencer? Je peux commencer, mais enfin, moi, je suis pas experte de prévention puisque je suis spécialisée en prise en charge de l'obésité et de l'obésité sévère en particulier. Euh, je pense que vu la conclusion des chiffres de prévalence de l'obésité qui continuent de progresser et sur la partie pédiatrique en particulier, qui est sans doute la plus grave, et encore une fois, je ne considère pas que l'obésité de l'adulte n'est pas grave, mais ce qu'on sait en revanche, c'est que quand l'obésité est là précocement dans la vie, en fait, le risque, c'est qu'elle se poursuive et qu'elle se maintienne dans le temps. Donc, il y a vraiment un enjeu de la prévention sur les enfants. Donc oui, il y a du travail et d'ailleurs, on est ravis que ce PNNS et que Anne-Sophie puisse s'impliquer assez largement dans cette partie prévention de l'obésité. Ouais. Muriel, tu veux répondre? Prévention, c'est un. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à faire. J'en suis vraiment persuadée, à tout point de vue, dans toutes les instances, dans toutes les sphères de la société, pour éviter, bien sûr, qu'on arrive à des situations comme celle que moi j'ai traversée. Donc, la prévention est essentielle, essentielle. Et si je peux compléter les informations, le, le champ de la prévention n'a, à mes yeux, jamais été pris sérieusement en considération parce qu'on est à la fois bloqué par on ne verra pas le résultat au bout de mon mandat. Est-ce qu'effectivement ça va me faire réélire? Est-ce que c'est un intérêt? Il y a des pays qui font de la prévention, ça se passe très bien. Il faut en faire, c'est une priorité absolue. On sait effectivement que s'il n'y a pas de prévention, les chiffres de l'OMS nous disent que en 2030, on serait plus à 18% de la population en obésité, mais à 29%. 2030, c'est dans 5 ans. Donc, est-ce qu'on peut sciemment ne rien faire, ne rien dire et fermer les yeux en se disant chacun pour soi? Enfin, pour moi, très clairement, c'est non. Et effectivement, si on réussit à obtenir la grande cause et si on travaille tous ensemble, là, je pense qu'on pourra réussir à faire de la prévention. Il faut repenser les choses différemment et il faut y inclure l'intégralité des acteurs à tous les niveaux. Et ça, c'est mis également dans le rapport qui est sur le site du CNAO, hein, qu'on a rendu là de 2 ans et demi de travail. C'est à la fois la transformation des cantines scolaires, mais c'est aussi le sport, c'est aussi la transformation de l'alimentation ultra transformée qui doit être corrigée. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire à notre niveau, au niveau de la charte alimentaire et du PNNS. Enfin, c'est un champ énorme, mais qu'il faut investiguer à bras le corps. Merci. Merci pour vos réponses. On a une autre question qui est arrivée dans le chat.
est-ce que l'aspect génétique est pris en considération pour le suivi personnalisé? Ça, je vais me permettre de répondre. De plus en plus, pour plusieurs raisons. D'abord, on connaît mieux les formes cliniques des obésités génétiques. Deuxièmement, il y a des médicaments tout à fait spécifiques qui sont maintenant disponibles en accès précoce, destinés uniquement aux personnes qui ont des maladies génétiques avérées et retrouvées. Alors quand même, il faut le savoir, ça reste des formes extrêmement rares parmi les 18% des personnes atteintes d'obésité en France. On pense à une atteinte génétique quand, en reprenant la courbe pondérale d'une personne, dès l'enfance, en fait, il y a une prise de poids extrêmement précoce, sans rebond pondéral. C'est quoi le rebond pondéral? Je vais essayer d'être visible sur l'écran. L'IMC d'un enfant, en fait, il commence comme ça. Il y a un petit rebond ici à l'âge de 5 ans, puis ça remonte. Quand il n'y a pas ce rebond, c'est assez évocateur, ou quand le rebond est très précoce, c'est assez évocateur d'une éventuelle forme génétique. Mais ces formes génétiques, elles sont associées à une impulsivité alimentaire importante et parfois, selon les formes génétiques, à d'autres malformations syndromiques. Donc oui, c'est de plus en plus recherché et quand c'est retrouvé, ça peut donner accès à des traitements particulièrement personnalisés puisqu'elles ciblent exactement la voie génétique en cause. Mais je le répète, ça reste très rare. Donc l'indication à faire de la génétique n'existe pas chez tout le monde. Ok, merci pour votre réponse. On a une autre question qui est arrivée également. Y a-t-il des pays modèles concernant la prise en charge / prévention de l'obésité et sur lesquels nous pourrions nous inspirer? Alors, Judith, je ne sais pas si tu veux répondre à la question. Je t'en prie. Alors, plus les pays nordiques, en fait, la Suède, le Danemark, enfin, les pays nordiques sont relativement. Alors, ils ont une autre façon de fonctionner aussi, et ils sont moins nombreux, et effectivement, enfin, voilà, je crois que la Suède a 20 ans d'expérience, ou plus de 20 ans d'expérience sur le sujet, et ça se passe bien. Ça se passe bien, mais voilà, ils ont. Alors, je vais peut-être vous faire un peu sourire. Ils sont un peu moins râleurs que nous, en fait. Donc, sur certains sujets, les choses sont un peu plus zen. Mais les pays nordiques, ouais, ils sont plutôt bons dans le sujet. Merci. Très bien. Merci pour cette réponse. Il nous reste 5 minutes, donc n'hésitez pas. Ah, il y a une autre question qui est arrivée. 95% des personnes ayant perdu du poids reprendront ces kilos, voire plus. Est-ce donc inéluctable quand on a 45 ans de régime derrière soi? C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer sur la slide que j'ai montrée tout à l'heure avec ces histoires de rebond pondéral. Souvent, les rebonds surviennent quand les régimes entamés ont été très restrictifs, trop restrictifs, donc impossible à tenir dans la durée. D'ailleurs, il me semble que Muriel nous a fait un très joli cercle vicieux de ce qui se produit. Quand il y a de la restriction, il y a forcément au bout d'un moment de la frustration qui engendre de l'impulsivité et des troubles du comportement alimentaire à différents niveaux de sévérité. Ça peut être des grignotages, ça peut être des compulsions et puis ça peut aller bien au-delà. Donc non, je pense pas que il faille voir les choses de manière pessimiste. Je pense que arrêter ces régimes restrictifs et retrouver le rassasiement pour s'arrêter de manger quand on est arrivé à satiété, en ayant quand même toujours le plaisir de manger, mais en pleine conscience, en prenant le temps ça permet de stabiliser le poids. Et puis, je le rappelle, dans les recommandations de bonne pratique, il y a une des recommandations que je trouve la plus importante, c'est celle qui dit que l'objectif de la prise en charge, c'est pas de normaliser l'indice de masse corporelle, c'est pas uniquement pondérocentrer, c'est d'améliorer la santé, la qualité de vie et les comorbidités associées. Donc, il ne faut pas forcément viser de revenir à un poids normal, mais arrêter les régimes restrictifs et reprendre une alimentation plus saine et en pleine conscience me paraît la bonne option.
Mais comme vous l'avez vu, le tissu adipeux, ouais, il a les capacités de vouloir revenir en arrière. Donc, quand on fait de la restriction, on est à peu près sûr que ça va se finir de cette manière-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, Muriel, Anne-Sophie et Judith pour vos interventions. C'était vraiment important qu'on démarre ces conférences dans le cadre de la Semaine nationale des maladies cardio-métaboliques par l'obésité. Voilà. Nous, notre objectif, l'objectif de l'IHU-ICAN, c'est en effet de sensibiliser aux maladies cardio-métaboliques, de les rendre beaucoup plus visibles. Donc, on se rejoint beaucoup, Anne-Sophie, voilà, sur toutes les actions que vous menez. Et on va certainement être amené à travailler encore plus ensemble. J'espère que toutes ces interventions ont répondu aux questions des différents participants. Pour ceux qui se sont inscrits, donc on a une prochaine conférence dans une demi-heure sur la maladie du foie gras. Donc on vous donne rendez-vous dans une demi-heure et merci beaucoup encore pour vos interventions. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Bonne Prenez journée. bien Au soin de revoir. vous. Au revoir.